Hey, bonjour YouTube, bienvenue sur ce nouveau format des Lucky Comics Show. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez suivi mon actualité. Je vous avais annoncé que je changeais ce format, car avant, le format de un comics par semaine me demandait à moi une période de lecture intense et une période de tournage et de montage aussi compliquée que ce que vous pouvez imaginer. Bien entendu, allier le montage, le tournage et la lecture d'un comics en une semaine avec mon travail d'infirmier, c'était compliqué. J'ai pris donc la décision à partir de début mai de ne sortir qu'un seul Lucky Comics Show par mois. Ce qui veut dire qu'en chaque début de mois, vous aurez mes conseils lecture du mois d'avant. C'est-à-dire que là, nous sommes donc début mai au moment de la sortie de cette vidéo. Ce sont les conseils lecture du mois d'avril. Et oui, et pour suivre un peu mes achats comics, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Twitter, où je remets généralement quelques petits achats comics que je fais, ou peut-être même quelques conseils de lecture. Toutes mes lectures ne finiront pas forcément dans les vidéos des Lucky Comics Show, mais beaucoup finiront sur Instagram. Aujourd'hui donc dans ce Lucky Comics Show, je vais vous parler de mes 5 lectures du mois d'avril. Oui, malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup plus que 5 comics au vu de mon emploi du temps malheureusement personnel. Voici donc les 5 comics que je vais vous parler ici et aujourd'hui. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à essayer de deviner des quels comics j'essayerai de vous parler. Bien entendu, pas de triche, on ne swap pas au niveau de timecode et on ne regarde pas forcément dans la description les amis. Allez! Et on commence par le premier ouvrage, et pas des moindres, un ouvrage que j'attendais personnellement depuis 4 ans. Ouais, 4 ans. Si vous avez un peu suivi mon actualité, j'en ai parlé notamment. Il s'agit de The Boys, Cher Becky, écrit par Garth Ennis et dessiné par Darick Robertson, au prix de 20 € et édité chez Panini Comics. C'est l'histoire 4 ans après de Yuji et de Hani. Rappelez-vous un petit peu, il y a 4 ans, les super-héros, ou plutôt les super-bâtards, bien sûr, puisque nous sommes dans l'univers de The Boys, avaient tenté de renverser un petit peu la situation mondiale. Et ils se sont retrouvés un peu comme ennemis d'État. Et heureusement, ils avaient été arrêtés, notamment par Yuji. Yuji qui avait d'ailleurs aussi fini par tuer son ami des débuts d'épisode de The Boys, Billy Butcher. On se retrouve donc plusieurs années après le 6e tome de The Boys. Yuji et Annie rentrent en Écosse afin de régler quelques affaires personnelles. Bien sûr, Yuji, qui pensait avoir fait une croix sur ce passé avec Billy Butcher, reçoit une lettre contenant un journal intime. Le journal intime de Becky Butcher. Malheureusement, on se rendra compte aussi très très vite que dans le journal intime, il ne s'agit pas de Becky qui a écrit, mais bien sûr de Billy. On comprendra donc comment Billy est devenu un peu ce qu'il était dans les premiers tomes de The Boys. Mon avis sur ce bouquin, il est mitigé. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que ça fait 4 ans. 4 ans qu'on l'attend. 4 ans qu'on attend une suite, puisque The Boys, tome 6, est sorti il y a 4 ans. Et il a été teasé il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, peut-être 3 ans. Bon, ça a été teasé il n'y a pas si longtemps que ça. Excusez-moi, je ne me souviens plus exactement des dates. Il a été teasé. Garth Ennis, Darick Robertson ont dit ils revenaient sur cet épisode-là. Ils sont revenus sur cet épisode-là. Ils ont dit on va vous donner un dernier ouvrage. On va mettre une fin à l'épopée The Boys. Mais malheureusement, c'est mitigé. On a bien entendu une petite amélioration, que ce soit au niveau des scénarios ou des dessins, puisque Darick Robertson et Garth Ennis ont travaillé sur d'autres projets en quelques années. Et bien entendu, ces projets-là les ont fait grandir. Mais malheureusement, il y a 4 ans, les éditeurs et les dessinateurs pouvaient se permettre plus de choses, notamment dans les vannes, dans ce qu'on pouvait montrer dans une planche de bande dessinée. On a donc droit à The Boys édulcoré. Fini les têtes sanglantes qui sont en plein milieu de la page, qui vous envoient de l'hémoglobine malgré que ce ne soit qu'un livre. Fini les tétés à l'air, fini les petits culs qui se baladent. Fini également les petites blagues salaces sur les homosexuels, comme Garth Ennis avait l'habitude d'en faire sur les premiers épisodes. On a donc droit à une épopée très édulcorée. Et ça, malheureusement, je le reproche. Alors oui, certes, on est en 2021, 2020 quand c'est sorti aux États-Unis. D'accord, il faut arrêter de rigoler avec les blagues homosexuelles, ça ne fait rire plus personne. On est d'accord. Les blagues sur les noirs, c'est pareil, ça fait rire personne. Surtout en ce moment,
Mais est-ce que forcément on devait autant se censurer dans un comics? J'en suis pas sûr. Comme vous l'avez compris, je suis mitigé par rapport à cet ouvrage. Alors oui, je le conseille aux lecteurs de The Boys, mais je vous conseille en tout cas de ne pas forcément attendre grand-chose de cet épisode-là, puisque c'est du très très creux. On va retracer un petit peu l'histoire de l'équipe de The Boys, de Billy Butcher avec le colonel Mallory. C'est des choses qu'on avait déjà abordées dans les 6 premiers tomes, donc clairement c'est dispensable. Et le seul bonus qu'on peut avoir, c'est qu'on a enfin une vraie fin à Yuchi Annie et à Yuchi Billy. C'est la seule chose qui me fait dire que ce comic c'est vraiment intéressant. Et le deuxième comics que j'aimerais vous parler, il s'agit de Major X. Écrit et dessiné par Rob Liefeld, édité chez Panini Comics aux éditions Marvel Deluxe, avec bien sûr la nouvelle tranche qu'il y a depuis quelques années chez Panini. Pour Major X, on se retrouve donc dans un monde où les mutants ne sont même plus réellement sur Terre, ils sont plutôt dans un monde parallèle créé par un mutant, l'existence. Oui, clairement, ils se sont peut-être pas forcément foulés pour trouver le nom de ce héros. Bon, très bien. Passons outre. Il a créé un monde dans lequel les mutants peuvent vivre. Par contre, ce monde-là est en train de tomber et en train de s'écrouler. Et donc, pour le sauver, notre cher Major X, ce petit personnage avec le casque qui ressemble quand même un petit peu à Deadpool, mais qui n'est pas Deadpool, sans vous spoiler, on se retrouve donc dans un combat pour sauver le monde futur, mais dans le passé, bien sûr. Et pour tout changer, on a les Atlantes, qui ne sont pas contents, parce que eux, le monde que l'existence a créé pour les mutants était très bien. Par contre, les Atlantes se retrouvent avec une eau qui est trop polluée pour pouvoir y vivre. Et du coup, le peuple des Atlantes se retrouve un peu décimé. Du coup, les Atlantes veulent tuer l'existence pour retrouver leur ancien monde, qui certes était mort, mais qui pouvait vivre plus facilement dans le monde mort que dans le nouveau monde. Donc c'est ça l'histoire de Major X, une guerre entre deux frères mutants, du coup, qui essayent de survivre et qui essayent, en tout cas, de régler les problèmes. Entre Major X qui veut sauver l'existence, les Atlantes qui veulent plutôt le tuer afin de retrouver leur monde. Moi, cet ouvrage, du coup, je le trouve mitigé. Mitigé sur plusieurs points. Premièrement, le scénario, un scénario sur le voyage dans le temps, c'est toujours compliqué. Et moi, personnellement, je n'accroche pas au voyage dans le temps. C'est trop compliqué, il y a trop de schmilblick. Tu te retrouves avec ton fils, ton arrière-petit-fils qui va voir ses grands-parents. Wow, c'est prise de tête, ça prend la tête totale. Ensuite aussi parce que, malheureusement, depuis quelques années, Marvel a du mal à sortir des vrais comics portant sur les mutants. Alors oui, vous allez me dire, il y a House of X, qui est sorti, Power of X aussi, qui est un très bon run sur les mutants. Oui. Un autre point pour lequel je trouve mitigé, c'est le scénario qui est beaucoup trop inégal. Par contre, en termes de dessin, Rob Liefeld est bien sûr aidé par plusieurs autres personnes. Les dessins sont magnifiques. Ils sont juste sublimes. Donc, petit bémol, encore une fois, pour cette deuxième lecture du mois. Ouais, pour l'instant, j'ai pas eu des grosses lectures qui m'ont hypé tant que ça. Et le troisième ouvrage, donc, que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Justice League Endless Winter. Écrit par Ron Marz et Andy Lanning et dessiné par un collectif de dessinateurs. Édité bien entendu chez Urban Comics, il vous en coûtera le prix d'à peu près de 23 €. En termes de scénario, nous avons donc un scénario apocalyptique. La Justice League est intervenue en Antarctique pour aider des mineurs qui essayaient d'extraire des cristaux kryptoniens de l'ancienne forteresse de solitude de Superman qui a été détruite. Malheureusement, en extrayant ces cristaux kryptoniens, ils ont réveillé un mal du passé, un énorme ennemi. J'ai nommé le Frosting. Mais voilà, le Frosting revient sur Terre et se décide de se venger des ennemis du passé, de ses ennemis à lui du passé, de ceux qui l'ont enfermé. Et du coup, il jette un gel interminable sur la planète Terre. Il ne suffisait pas juste de mettre du gel partout sur Terre, il a créé des monstres de glace. Ouais, des monstres de glace. Du coup, bah forcément, les héros, ils se disent « Eh, les gars, on va lui crasser la gueule à Frosting ». Et du coup, ils vont parcourir la Terre entière en essayant de se battre. Mais on va trouver donc une guerre interminable pour des héros qui sont malheureusement épuisables. Au point où même Flash, hein, le super-héros là qui court dans tous les sens et qui est impossible à épuiser, se retrouve fatigué suite à ce gel. Donc on va avoir une guerre qui va être très compliquée pour nos héros, qui seront bien sûr épaulés par
quelqu'un qui ne s'attendait peut-être pas forcément à voir de l'autre côté. En termes de scénario, donc, on aura aussi un retour vers le passé pour comprendre pourquoi le Frost King est devenu ce qu'il est à l'heure actuelle et pourquoi il veut se venger. Justice League Endless Winter. Un bon comics, malheureusement mal étudié. Pourquoi? Déjà, premier point fort, on a un récit complet, le lecteur va se retrouver, va peut-être pouvoir démarrer l'univers d'ici avec ce comics. Le seul problème, c'est que pour attirer les nouveaux lecteurs, des récits complets sont très bien. Mais il faut que ce soit accompagné par un scénario et particulièrement par des dessins. Le scénario, on l'a. On l'aime ou on ne l'aime pas. Le scénario, donc à la Zack Snyder, qui nous dépeint des super-héros humains et fragiles, bah, ça peut déplaire à beaucoup. Passez outre ce scénario qui peut vous tenir en haleine, avec justement ces petits retours dans le passé qui vous expliquent pourquoi Frost King est tel qu'il est. Ces scénarios-là sont très bien d'ailleurs. Les dessins de ces épisodes-là sont magnifiques. Par contre, on arrive sur des dessins... Clairement, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Regardez-moi ces planches de l'arc Superman de Justice League Endless Winter. C'est du n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut mettre des dessins comme ça, aussi moches? On arrive à des dessins magnifiques. À ça, non. On peut pas changer autant la qualité des dessins dans un seul comics. Encore, vous me dites volume 1, volume 2. Il y a eu un changement de dessinateur entre deux volumes. Pourquoi pas? Mais pas là-dedans. Oui, d'accord, c'est un récit complet. D'accord, il y a différents arcs. D'accord, vous aviez besoin d'aide pour des dessinateurs. Mais à un moment donné, vous avez le droit de dire quand vous êtes éditeur, non, ce dessin-là ne me convient pas, ça ne convient pas à notre pensée à nous. D'ici, comment est-ce que vous faites pour garder en tête vos lecteurs? Comment vous les faites pour tenir en haleine? C'est pas possible de proposer une telle qualité de dessin et c'est médiocre. Non, un récit qui déjà peut avoir du mal à porter puisque ce genre de scénario ne tient pas forcément le coup pour tout le monde. Mais alors si en plus vous lui mettez des bâtons dans les roues avec des dessins comme ça, clairement c'est que d'ici vous voulez pas du tout faire vendre ce bouquin. Alors oui, je suis en colère après vous d'ici. Comment est-ce que vous pouvez faire ça à un de vos ouvrages? Comment? Franchement. Moi je comprends pas. Ça c'est le comics sur lequel je suis le plus en colère ce mois-ci. Ça m'a énervé. J'ai bien aimé le scénario, mais les dessins, clairement, si. Et le quatrième et avant-dernier ouvrage que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Doctor Strange, Chirurgien Suprême. Écrit par Mark Waid, dessiné par Kev Walker et édité dans les 100% Marvel de chez Panini Comics. Sachez que ça coûte 18 €. On se retrouve donc dans une histoire où Stephen Strange retrouve l'usage de ses mains après avoir passé un pacte avec un démon. Cela lui permet donc de retrouver son métier de chirurgien, métier qu'il avait déjà pratiqué auparavant avant de devenir le sorcier suprême. Stephen Strange n'a pas perdu son ego. Il va donc voir un hôpital dans lequel il va travailler. Il leur dit « Moi, je suis le meilleur neurochirurgien du monde. Si vous avez des opérations que personne d'autre ne peut réussir, vous me les filez. C'est tout ce que je demande. Par contre, je vais continuer à faire mon petit boulot de Doctor Strange, hein, parce que moi, j'ai un petit monde à défendre contre les super démons et tout ci, tout ça. Hein. » Pour qu'il y ait une histoire, bien entendu, Stephen Strange va découvrir que quelqu'un se sert de sa forge de création d'armes magiques. Des armes magiques qui se retrouvent dans la nature et qui vont détruire des parties de New York, notamment. Au cours de l'histoire, il va trouver donc ce super vilain qui a infiltré la forge magique et sera aussi aidé par un très vieil ami. En termes d'avis que j'ai sur ce bouquin, pour 18 €, clairement, moi, j'attends pas forcément beaucoup des 100% Marvel. J'attends surtout une lecture d'un soir. Bien entendu, le scénario, ouais, c'est assez facile, mais dans un 100% Marvel, on ne s'attend pas à un scénario alambiqué dans tous les sens. Malheureusement, pas aidé par les dessins, qui sont, pour moi, je trouve en tout cas, un petit peu faiblards et un peu faciles. En revanche, il a pour lui, ce comics, que c'est les dernières pages de Mark Waid sur le Doctor Strange. Et on va donc passer au 5e et dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Si vous avez suivi mon activité sur Instagram, vous l'avez lu. Vous savez ce que c'est. Et pour moi, c'est mon coup de cœur de ce mois d'avril. Captain America, écrit par Ta-Nehisi Coates et dessiné par Lenil Francis Yu. Ouais, c'est du très très lourd. Regardez déjà, moi, la taille de ce bouquin. Rien que la couverture, moi, elle me fait kiffer.
chez Panini Comics au prix de 32 euros. 32 euros pour un Marvel Deluxe, c'est le prix normal. Et clairement, ça vaut largement le coup. En termes de scénario, nous sommes donc sur un scénario post-Secret Empire. Petit flashback pour ceux qui ne se souviennent plus de Secret Empire. Secret Empire, c'est le run où vous avez bien entendu ce Captain America. Ouais, un Captain America qui est de l'Hydra et qui veut dominer le monde. Qui domine le monde avec le visage de Steve Rogers. Bien entendu, il a cassé l'image de Captain America puisque il a porté ce nom et ce visage pendant des années. Donc un scénario où Steve Rogers, qui est revenu casser la gueule à ce Captain Hydra, mais qui malheureusement va devoir reconquérir le cœur des Américains et le cœur de l'Amérique. Captain America est associé à Captain Hydra. Steve Rogers sera donc traqué et sera chassé comme si c'était un super vilain. Ce n'est pas la première fois que Steve Rogers sera traqué, mais c'est bien une des fois les plus compliquées pour lui, puisque le symbole de Captain America, le symbole de ce bouclier qui est symbole de liberté, a été souillé par la marque de l'Hydra. Alors oui, Steve Rogers va devoir redorer son blason. Mais avec quel allié? Sharon Carter? Ça va être compliqué. Il va se retrouver avec Thunderbolt Ross et Nick Fury aux trousses. On a un scénario magnifique, aidé par les dessins de Yu, qui sont sublimes. Et en plus, nous sommes aidés par les covers de Alex Ross. Il faut absolument ce comics dans vos bibliothèques. Et pour conclure cette vidéo, j'ai eu un mois d'avril en lecture mitigée. La hype de The Boys chez Arbecky, malheureusement, est redescendue quand on voit la réalisation de ce comics. Mais j'ai trouvé la surprise du mois d'avril dans le comics de Captain America par Coates. Bien entendu, on a des mois où on a beaucoup de hype et on est un peu déçu, et il y a des mois où on n'a pas de hype et on trouve des magnifiques pépites. C'est malheureusement le symbole du mois d'avril, un peu trop de hype et malheureusement beaucoup trop de déception. On se retrouvera donc sur Twitter et Instagram afin de suivre mes actualités, lectures, mes achats aussi. Et on se retrouvera début juin pour le prochain Lucky Comics Show. Et d'ici là, lisez les comics. Faites-vous vos propres avis. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans un mois les copains.